Bonjour à toutes et tous. Donc c'est la dernière de ce Divalto Digital Days, donc avec le sujet aujourd'hui qui est le SaaS, Divalto Infinity en SaaS. Donc on est 3 personnes ce matin. Donc moi-même, Jérémy Grégoire, on va se présenter tour à tour. Thierry, tu peux peut-être passer les slides. On a les... Donc Thierry Vonfeld qui vous parlera de l'architecture de notre plateforme SaaS Divalto Infinity, et Wessel qui vous fera également une démonstration. Thierry, tu te présenteras peut-être au moment de l'intro. Donc Thierry qui est le directeur du production et service desk. Wessel qui est consultant, qui vous fera une démonstration du fonctionnement en mode SaaS, et vous verrez que c'est similaire à ce que vous pouvez connaître pour ceux qui sont aujourd'hui en mode licence, mais c'est pour vous montrer voilà, la facilité de manipulation de l'applicatif lorsqu'on est en mode SaaS. Et donc moi-même, Jérémy Grégoire, directeur marketing. Donc au programme ce matin, on va d'abord vous expliquer comment fonctionne Divalto Infinity en mode SaaS. Donc quelques rubriques, quelle est l'architecture, quels sont les usages, quelques questions autour de la sécurité, également au niveau du budget, avec notamment un comparatif mode licence versus mode SaaS. On passera ensuite à la démonstration et on aura un témoignage si, on va dire techniquement, on arrive à faire la liaison avec un client utilisateur qui est client depuis à peu près 2 ans de Divalto Infinity en SaaS, donc société 3CIE. Et tout au long, vous avez la possibilité de poser des questions, de faire vos remarques via le panneau des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de les prendre en compte, soit au fil de l'eau, et on réservera certaines questions pour la fin de l'événement. Thierry, je vais te passer la main pour expliquer comment est structuré. Je vais couper mon micro et je te laisse activer le tien. Bonjour à toutes et à tous, donc effectivement Thierry Vonfeld, je suis le directeur en charge des centres de production cloud et également des services desk. Donc nous allons effectivement aujourd'hui voir un petit peu ce que couvre l'offre SaaS Divalto Infinity. Donc Divalto Infinity existe à partir de la version 10.1a pour être précis. Elle est hébergée donc sur une plateforme cloud chez IBM. Elle est infogérée par Divalto, c'est donc nous qui assurons le maintien en condition opérationnelle de la plateforme. C'est nous évidemment qui avons conçu l'architecture de cette plateforme. C'est une plateforme qui est en haute disponibilité, c'est-à-dire un très haut niveau de redondance de tous les composants d'infrastructure et un haut niveau de sécurité, sachant qu'au niveau du data center d'IBM, ils ont une certification ISO 27001 qui est la certification de sécurité. C'est une solution qui vous permet d'être autonome en termes d'exploitation, qui est évidemment personnalisable, on le verra un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment paramétrer, mais aussi développer des programmes complémentaires ou surcharger des programmes standards, et qui est ouverte, puisqu'on le verra, il y a tout un tas de possibilités d'échange de données transactionnelles, mode batch ou autres, avec d'autres applications, donc avec l'extérieur de notre plateforme. Et puis on verra également la partie budget avec quelques simulations qui vous montreront des retours sur investissement, comparant notamment le mode, je vais dire, traditionnel de licence qu'on appelle du on-premise, qu'il soit installé chez vous ou chez un autre hébergeur, versus la tarification SaaS de Divalto. Le concept donc cloud que nous avons implémenté est ce qu'on appelle une plateforme multilocataire ou multitenante pour ceux qui connaissent le terme en anglais. Ça veut dire qu'en fait, on a tout un tas de serveurs qui sont partagés par l'ensemble des clients inscrits sur cette plateforme, tout en garantissant évidemment un haut niveau de sécurité et de disponibilité, mais aussi la confidentialité et l'isolation de chaque environnement. D'où l'image que vous voyez là, qui est souvent employée dans le domaine du cloud, qui est un immeuble que nous gérons, nous, en tant que, on va dire, syndic de copropriété ou de colocation, si vous voulez, l'immeuble étant construit par IBM, et chaque client est dans un espace privatif, donc dans un appartement. Et dans un appartement, on le verra plus tard, vous pouvez avoir plusieurs pièces, donc plusieurs environnements applicatifs. Tout ce qui est partie commune de l'immeuble, donc de la plateforme cloud, c'est sous contrôle, sous maîtrise et sous gestion de Divalto.
On peut se connecter sur cette plateforme de différentes manières, par Internet avec un browser Internet ou avec le client léger Infinity, et on peut s'interconnecter également sans passer par l'Internet public depuis un réseau privé sur notre plateforme. Ça, c'est une annonce qu'on va faire dans les semaines qui viennent due à un partenariat avec Orange. Et bien sûr, il y a toutes les connexions pour des cas particuliers comme les terminaux radio connectés en telnet, les web services, on verra en détail, et l'accès au répertoire de la plateforme pour déposer des fichiers ou des programmes. Voilà. Alors, on parlait justement des appartements, d'un appartement donc, qui est le site utilisateur et des pièces dans un appartement. En standard, lorsque vous souscrivez l'offre, vous avez à minima 2 environnements qui sont disponibles, donc 2 pièces dans votre appartement qui sont la production générale et recettes. Que vous voyez ici sur ce schéma, vous pouvez en option commander d'autres environnements au cours de la vie du projet pour avoir un environnement de pré-production par exemple qui permet par exemple de resimuler un certain nombre de cas de figure ou d'incidents, dysfonctionnement logiciel dans la pré-production, un environnement de paramétrage et de développement, un environnement de formation. Il n'y a pas de limite au nombre d'environnements additionnels qu'on peut ajouter. Et si vous avez la paye et que vous souhaitez isoler la paye dans un environnement de production séparé, c'est également possible. Au niveau de chaque environnement, qu'il soit des non-productions ou des productions, vous pouvez avoir effectivement une base d'analyse de données, donc dite base BI, comme Business Intelligence, pour soit manipuler les données à partir d'outils que vous avez vous-même, que ce soit du ClipView, du MyReport, du Report One ou autre, ou les outils Microsoft qui permettent de faire ça. Et puis, la possibilité aussi de souscrire à l'option Reporting Services qui permet d'avoir un certain nombre d'états d'analyse de données directement connectés sur la base BI. La base BI, elle est alimentée avec les données de la veille, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque sauvegarde, chaque nuit, on restaure les données dans l'environnement BI. Et cette base BI est accessible depuis tout outil qui sait se connecter avec un user mot de passe SQL que nous vous fournissons par un lien ODBC, cette communication-là étant hautement sécurisée. Sans rentrer dans le détail de ce schéma-là, c'est pour vous expliquer le principe d'une plateforme multi-locataire. La partie droite, ici, c'est l'environnement lié au client. La partie gauche, c'est ce qui est installé en standard sur la plateforme. Tout ça pour vous dire que le socle Harmony, qui est le runtime du logiciel, est toujours au dernier niveau validé par l'équipe cloud en lien avec la R&D. Et au niveau des versions applicatives, toutes les versions applicatives, Service Pack et Hotfix sont disponibles sur la plateforme à partir de la version 10.1a, ce qui fait que pour chacun de vos environnements, c'est vous qui choisissez à quel niveau technique de version de produits applicatifs vous souhaitez travailler. Donc vous pouvez par exemple, étant 10.2, Service Pack 2 et Hotfix numéro 3, par exemple. Voilà. La même chose pour les options DSN et paye, prélèvement à la source au niveau de la paye. Donc ça vous donne une grande souplesse puisqu'on ne vous impose pas d'être dans la dernière version du produit. Et le côté droit, c'est votre base de données, vos fichiers, si vous avez des programmes spécifiques qui sont stockés à cet endroit-là, dans vos environnements, appartement par appartement, donc environnement par environnement, ainsi qu'un certain nombre d'échanges de données qu'on va détailler après. Voilà. Pour les distributeurs et partenaires de Divalto, lorsqu'ils ont des modules complémentaires ou des verticaux ou des programmes spécialisés, ils peuvent le gérer ici dans ce qu'on appelle les add-ons Diva en mode édition logicielle, c'est-à-dire pareil avec cette notion de version et de hotfix, sans avoir à réinstaller ça dans chaque environnement de client, ce qui donne une plus grande souplesse et une agilité vis-à-vis des environnements clients qui vont pouvoir pointer à la fois sur nos bibliothèques applicatives et les bibliothèques complémentaires mises à disposition par un distributeur. Pour échanger des données avec la plateforme, ce qui est souvent une des premières questions qui arrivent, c'est la première possibilité, c'est d'échanger des données de manière automatisée avec ce qu'on appelle les scrutateurs dans le produit Infinity. Le principe d'un scrutateur, c'est dès que vous déposez un fichier dans le répertoire associé,
ça réveille le programme Infinity qui va traiter vos données. Sur la plateforme cloud, par rapport à du on-premise, on a rajouté une notion de canaux d'échange de manière à isoler les dépôts de fichiers dans 5 canaux. Comme ça, vous pouvez dire tel fournisseur de données il est sur le canal 1, tel autre fournisseur est sur le canal 2, de manière à ce que si vous avez besoin ou que votre tiers fournisseur de données a besoin de se connecter en FTP pour diagnostiquer ce qui se passe dans un fichier, il ne voit pas d'autres fichiers, d'autres sources de données. Et c'est la même chose sur le module processus, à ce qu'on appelle le BPM, qui lui est un module qui permet de déclencher des traitements sur des critères de jour, d'heure, de date ou d'achèvement de traitement pour lui traiter des données qu'il met à disposition éventuellement d'applications externes, soit envoyer des données, soit éventuellement collecter des données. Au niveau des échanges de données, autre possibilité, c'est les échanges interactifs, on va dire entre guillemets temps réel, d'application à application. Donc depuis un programme Infinity, vous pouvez appeler des sites, des API de sites externes. Et à l'inverse, des applications externes peuvent appeler via les web services d'Ivalto des programmes d'Ivalto, comme par exemple des échanges entre un site d'e-commerce ou un extranet ou une autre application externe et Infinity. Nous avons déjà annoncé, ça sera disponible d'ici quelques semaines sur la plateforme de production, des web services en mode REST qui sont plus modernes, plus sécurisés que les web services actuels qui sont en mode SOAP pour les spécialistes de la technique. Mais vous pouvez aussi échanger de manière manuelle et interactive des fichiers, c'est-à-dire importer ou exporter des fichiers dans la plateforme par des connexions de type FTP sécurisé. Voilà pour l'ensemble des possibilités, sans entrer dans le détail, d'échange de données avec la plateforme. Les outils qui permettent de gérer ce qu'on appelle l'espace client, donc votre appartement avec vos environnements, c'est le d'Ivalto Licensing Management Tool vous permet, en installant ça sur un poste utilisateur chez vous, de définir des utilisateurs, leur affecter des profils d'utilisation de l'ERP et bien sûr de définir à quels environnements applicatifs ils peuvent accéder et puis toutes les autres options techniques comme par exemple Reporting Services ou les bases BI, enfin des choses comme ça que vous gérez au travers de cet outil. Vous pouvez évidemment faire le développement soit chez vous ou par votre intégrateur et ensuite uploader les développements sur la plateforme, mais vous pouvez aussi les faire sur la plateforme au travers du bureau réservé aux administrateurs. Vous pouvez effectivement faire l'administration, le paramétrage technique de l'ERP et il y a tout ce qui est outils de maintien en condition opérationnelle que je vais juste préciser après. Donc ça, c'est l'aspect effectivement développement qui, comme je viens de le dire, vous permet de préparer vos objets spécifiques et ensuite d'uploader les objets compilés et les sources sur la plateforme ou de le faire directement sur la plateforme. Au niveau de l'exploitation, vous avez Xconsole qui est une console qui permet de faire de la gestion de tâches, des stades d'utilisation, gérer les licences ou les compteurs. Vous avez un outil qui s'appelle XPSQL qui vous permet de voir le schéma de base de données et de faire un certain nombre d'opérations liées au produit. Il y a un outil additionnel qu'on a ajouté qui est produit par Microsoft qui s'appelle Azure Data Studio qui vous permet au niveau d'un profil administrateur, dans le bureau administrateur, de consulter directement en SQL le contenu de la base de données. Donc, il faut le faire de manière prudente puisque là, vous ne passez pas par les couches de gestion des dictionnaires de données Infinity, vous accédez directement en SQL à la base de données. Donc, ça permet de faire certains contrôles. Vous y avez accès en lecture-écriture. Généralement, c'est plutôt de la lecture qu'on fait. On peut y injecter éventuellement des données, mais il est préférable de passer par les imports de données standards du produit ou les imports que vous avez écrits en programme Diva. Le paramétrage technique se fait pareil au sein d'Harmony ou dans le bureau administration pour définir un certain nombre de paramètres sur les web services, sur les scrutateurs, le module processus et sur le moteur d'indexation des données. Le module xCloud Manage vous permet de faire la gestion quotidienne de votre environnement, donc gérer les implicites, c'est-à-dire en gros vers quelle bibliothèque de données vous pointez pour utiliser telle version applicative. Point très important, vous pouvez faire des sauvegardes ponctuelles et des restaurations. Vous êtes totalement autonome pour faire une sauvegarde un lundi matin ou la fin du mois si vous voulez garder une sauvegarde pour après une clôture comptable, par exemple, sans faire appel à nous. Bien sûr, nous, on sauvegarde les données toutes les nuits ou autres, mais c'est des sauvegardes, on va dire, plateforme. Là, c'est une sauvegarde utilisateur ou client. Vous pouvez importer des données, vous le verrez dans les présentations. Vous pouvez activer ou mettre à jour la DSN Pass.
Vous pouvez aussi, au travers de cet outil, lancer des changements de version ou choisir de travailler avec tel niveau de service pack ou tel niveau de hotfix. Tout ça a été automatisé et gérable par le client final ou le distributeur au travers d'outils Cloud Manage. Vous pouvez copier des données d'un environnement à un autre, que ce soit les données, les fichiers joints, les surcharges, les paramétrages de la solution entre environnements de votre site. Et puis, vous pouvez aussi arrêter, redémarrer des services. Il y a une question c'est sur les mises à jour, notamment savoir est-ce qu'il faut toujours le faire via son partenaire intégrateur du fait de surcharge. Donc, peut-être expliquer justement, effectivement, il y a toujours potentiellement des choses à faire lorsqu'on change de version. Oui, alors quand on change de version, a fortiori, il y a une analyse d'impact à faire sur si vous avez des surcharges par rapport au nouveau modèle de données, par exemple, est-ce que vos surcharges, il faut les adapter ou pas. Donc ça dépend qui a écrit la surcharge. Si elle est écrite par le client et qu'il a la connaissance de ce qu'il y a dans le contenu de la nouvelle version, il peut faire l'analyse d'impact, ou alors c'est fait par le distributeur. Sur le service pack, c'est pareil, l'impact est moindre généralement, parce que dans un service pack, on ne change pas normalement le modèle de données. Donc il est souvent plus facile d'appliquer, de choisir d'utiliser un service pack au travers de cet outil Cloud Manage, et ça ne nécessite pas forcément l'intervention du distributeur. Et les hotfix, c'est de la même manière, ça ne nécessite pas forcément, mais vous aurez un témoignage après d'un utilisateur. Quand vous avez très peu de surcharge, c'est d'autant plus facile. Quand il n'y en a pas du tout, c'est totalement standard. Quand il y a beaucoup de surcharge, généralement, ça nécessite l'intervention du distributeur qui a développé, conçu avec vous les surcharges. Voilà, ces outils-là évolueront dans le temps pour faciliter justement la gestion aussi bien par le distributeur que par le client final quand il y a besoin d'être autonome. Faire une sauvegarde de restauration, il n'y a pas forcément besoin ni de Divalto ni du distributeur pour faire sa sauvegarde, notamment dans des environnements de formation, recettes ou autres, ou en production. On a des clients qui sauvegardent en fin de clôture comptable et qui gardent la sauvegarde. Et dans les prochaines versions, vous pourrez archiver cette sauvegarde pour la conserver un certain nombre de mois, puisque là, elle a une durée de rétention qui est de 5 ou 6 jours de mémoire. On fait évoluer cet outil clairement en fonction des remontées de nos clients sur les besoins qu'ils ont d'être autonomes dans certaines parties d'exploitation de la plateforme, de manière à ce que vous ne soyez pas obligé, via votre distributeur, d'ouvrir un ticket, de demander au distributeur ou à notre équipe de management d'intervenir. Je précise juste un point pour ceux qui utilisent le client léger. Le client HTML a les mêmes fonctionnalités globalement, sauf une ou deux options comme MBXTS par exemple, qui nécessite effectivement une clé externe avec un certificat bancaire, mais pour la très grande majorité des fonctionnalités, elles sont disponibles aussi bien en HTML, donc via un browser web, que via le client léger. Mais si vous utilisez le client léger, lorsqu'on fait certaines mises à jour, ça peut nécessiter de réinstaller le client léger ou de le mettre à jour. Et ça, c'est géré dans la plateforme de manière à ce qu'on puisse dire, soit la mise à jour est obligatoire et vous êtes prévenu à l'avance, soit elle est optionnelle et recommandée. Là, il y a des messages qui s'affichent dans l'interface utilisateur pour prévenir et informer qu'il faut changer cette version-là. Pour les gens qui ont soit un Active Directory avec des politiques GPO, soit des outils de déploiement de logiciels sur les postes de travail, vous pouvez, au travers de l'installateur de ce client léger, déployer le client léger via des politiques GPO ou via des outils de distribution et de mise à jour logicielle. Juste un petit point sans rentrer dans le détail sur la sécurité, parce que c'est forcément un certain nombre de questions que vous vous posez. On a par définition respecté le principe du security by design, bien avant d'ailleurs que ne sorte la réglementation européenne sur le RGPD. Et donc, en gros, il n'y a aucun serveur qui fait du traitement, qui manipule de la donnée, qui est exposé sur Internet avec une adresse IP publique. Seules les URL qui arrivent, qui sont publiées sur Internet, sont des URL qui sont contrôlées ici, dans la zone démilitarisée, qui ne traite que des serveurs qui vérifient que les transactions qui arrivent n'ont pas été manipulées frauduleusement et ensuite les répartissent sur les autres serveurs privés ici, enfin les autres réseaux privés pardon, qui sont là avec des règles de firewall, enfin de routage à tous les niveaux, et il y a un deuxième niveau de routage entre les serveurs de traitement et les serveurs de base de données. Donc le coffre-fort ici contient toutes les données clients, tous les fichiers joints, et seuls les serveurs déclarés dans les règles de routage ici peuvent y accéder. Donc, et par-dessus tout ça, il y a en plus des logiciels de détection d'intrusion.
Voilà, donc on est dans un niveau de conformité de sécurité assez élevé. Et la partie ici en bas à gauche, c'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure sur les clients qui ont des réseaux privés de type MPLS avec l'offre Orange Business VPN. Auront prochainement la possibilité, via une option qui s'appelle le VPN Galerie, de voir dans la galerie d'Orange le cloud d'Ivalto Infinity pour connecter sans passer par l'Internet public leur réseau privé à notre plateforme en arrivant dans la DMZ pour respecter toutes les règles de sécurité. Voilà. C'est en cours de finalisation de paramétrage test avec Orange. Disons qu'à partir de 30-50 users, vu les tarifications appliquées, ça commence à devenir intéressant. C'est surtout que là, vous n'êtes pas soumis à la fluctuation de l'Internet public et que vous avez des garanties de service avec des GTR de la part d'Orange et que le centre réseau d'Orange est directement connecté à notre centre de pilotage de la plateforme si jamais il y avait un incident. Alors, les points d'attention dans un projet cloud, effectivement, ça résume un peu ce que j'ai dit avant, c'est bien étudier avant les interactions que vous avez entre votre logiciel Infinity et les applications externes ou des logiciels complémentaires qui peuvent être fortement intégrés à Infinity. Lorsque ce n'est pas couvert par les cas standards que j'ai décrits, votre distributeur nous contacte pour qu'on étudie quelle est la solution la plus adéquate pour faciliter ces communications-là. Voilà, les modes de connexion, je viens d'en parler, et l'exploitation de l'environnement. Alors, juste un point d'attention, les traitements planifiés, vous avez peut-être l'habitude de planifier ça au travers du planificateur de tâches Windows. Là, dans la plateforme cloud, ce n'est pas possible puisqu'il y a des dizaines de serveurs qui font les traitements et donc le planificateur de tâches d'un serveur applicatif ne peut pas contenir toutes les règles de lancement de tâches de tous les clients. Donc, il faut impérativement utiliser le module processus Infinity qui est en standard, d'ailleurs dans l'offre de base, c'est pas une option, pour planifier vos traitements. Et de fait, c'est beaucoup plus riche fonctionnellement que juste un planificateur de tâches Windows. Voilà, dernier point sur les bandes passantes, mais vous l'avez dans la documentation, il faut compter en gros 200 kilobits par seconde par un utilisateur, on va dire, qui est dans la moyenne. Et si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'upload de fichiers d'une certaine taille, beaucoup d'impressions ou autres, il faut probablement monter à du 300 kilobits ou 400 kilobits. Pour tester la qualité de votre liaison réseau, vous avez un speed test qui s'appelle speedtest.diveltocloud.com qui permet de regarder votre bande passante. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le ping, parce que si votre ping est inférieur à 70 millisecondes, ça va. S'il est supérieur à 70-80, il y a de la latence qui n'est pas bonne et vous aurez effectivement des temps de réponse un peu moins bons. Et donc là, pareil, contactez-nous ou contactez vos distributeurs pour qu'on voit c'est quoi la solution réseau à mettre en place. Voilà. En gros, de notre côté, les acteurs qui sont en charge de gérer tout ça, c'est le service desk, donc qui répond aux sollicitations des distributeurs qui gèrent les clients finaux ou d'Ivalto Global Service qui traite un certain nombre de clients. Et ensuite, une équipe dédiée à la gestion des plateformes cloud. Les engagements de service, je les rappelle, à ce jour, c'est du lundi au vendredi de 8h à 18h avec un taux de disponibilité de 99,4% pour les environnements de production. Alors, c'est quoi les atouts opérationnels? C'est évidemment une mise en route plus rapide par rapport à une installation de premise, puisque vous passez une commande, généralement sous 24-48 heures, quand on n'a pas trop de surcharge d'activité. Les environnements sont provisionnés, comme on dit dans le jargon cloud, et sont mis à disposition du distributeur et du client. Ça permet aussi d'avoir une augmentation rapide et transparente des capacités, puisque c'est nous qui augmentons les capacités sur l'ensemble de la plateforme. Sachez qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de serveurs sur la plateforme pour, en gros, une centaine de sites clients et 2500 utilisateurs. Donc forcément, la fluctuation des charges des uns et des autres se compense par rapport à la centaine de serveurs que nous avons. Performance, de fait, je viens d'en parler avec des scalabilités de retour, c'est-à-dire que si à un moment donné on constate qu'il y a beaucoup de serveurs qui sont chargés, automatiquement la plateforme provisionne de nouveaux serveurs, sans qu'on ait besoin d'intervenir. La sécurité, on est conforme au RGPD, je ne détaille pas là, j'en ai pas le temps, mais je vous ai montré au moins l'aspect sécuritaire. Le haut niveau de disponibilité, tous les composants sont redondés de différentes manières, ça entraîne les détails. Nous assurons, comme je l'ai dit, le maintien en condition opérationnelle, dont la mise à jour de l'infrastructure et de tous les composants logiciels jusqu'au socle Harmony, et après on installe les versions applicatives que vous décidez d'utiliser en lien avec le distributeur.
Gros intérêt aussi du cloud, c'est que du coup, il est accessible de n'importe où, en télétravail, en mobilité, ce qui était tout à fait d'actualité, peut-être encore pour vous actuellement, avec la crise sanitaire que nous vivons, et ou lors d'activation d'un plan de continuité d'activité, si vous déménagez, un immeuble qui a pris feu et que vous devez travailler d'ailleurs, vous n'avez rien à faire puisque de toute façon, la plateforme est accessible de partout. Voilà. Puis ça vous évite de devoir investir dans des spécialistes techniques ou avec les technologies qui deviennent de plus en plus complexes, puisque là, pour le coup, c'est nous qui sommes responsables de tous ces aspects technologiques. En termes économiques, le premier avantage, c'est le lissage des coûts, puisque vous n'êtes plus en coût d'investissement, mais en coût d'exploitation. Donc, vous gardez vos capacités de financement sur vos projets de développement de vos activités et pas dans de l'investissement d'infrastructures. Avec tous les coûts derrière d'exploitation, de maintien en conditions opérationnelles. Donc, vous immobilisez pas effectivement des capacités financières en investissant. C'est des paiements trimestriels terme à échoir lorsque vous prenez un engagement sur 3 ans. Il y a une forte granularité des ressources techniques. Donc, si vous êtes en on-premise, si votre serveur est saturé, il faut rajouter un deuxième serveur, vous payez tout le serveur. Chez nous, vous rajoutez 2 ou 3 users, c'est notre problème d'absorber les end-users supplémentaires des clients sur la centaine de serveurs que nous avons. Voilà. Après, le reste, c'est des mécaniques commerciales dans l'abonnement de pouvoir augmenter ou diminuer le nombre d'users par profil. Et de fait, le gros avantage, c'est que nous, on mutualise tous les coûts, notamment quand on fait de la haute dispo et du plan de secours sur un autre data center en Europe. Si jamais le premier data center était écrabouillé par un avion ou je ne sais quoi, à l'échelle d'un client, ça peut être très compliqué ou très coûteux. À notre échelle, on mutualise ça, comme je vous l'ai dit, sur aujourd'hui plus d'une centaine de clients et plus de 2500 users. Donc forcément, ça se ressent dans les coûts. La logique que vous allez voir derrière, juste sans que je les détaille, parce que c'est mis à disposition via vos distributeurs, la logique entre comparer un coût on-premise où vous êtes responsable de tout, acheter, manager, avec toutes les plages horaires aussi d'activité où il faut le personnel suffisant pour maintenir en condition opérationnelle la plateforme, versus ce qu'on appelle le as a service, où c'est un service clé en main, sécurisé, où on s'occupe de gérer les choses au quotidien. Et pour la partie applicative, c'est en relais avec évidemment le distributeur. Donc la structure de l'offre, en gros, c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vous prenez un abonnement par site, c'est-à-dire votre appartement, sur une gamme métier. Vous choisissez le nombre de users par profil dont vous avez besoin. Vous prenez éventuellement des options fonctionnelles parmi la richesse du catalogue des fonctionnalités, qu'elles soient purement produits ou dans la plateforme comme les bases BI ou Reporting Services, et éventuellement des options de stockage comme je rajoute des environnements, je rajoute du stockage, je prends une option de raccordement privé, ou je prends une communication sécurisée pour dialoguer avec une autre application parce que le provider de votre application qui l'héberge a des règles de sécurité que nous devons appliquer et on a des cas de figure et on s'adapte à ça, ou des accès FTP pour déposer des fichiers ou échanger des fichiers supplémentaires par rapport à ce qui est en standard dans l'offre. En standard dans l'offre, je ne l'ai pas mis là, vous avez 10 gigaoctets de bases de données, tout environnement confondu, y compris les bases BI. Quand vous souscrivez une base BI, on vous rajoute 5 gigaoctets dans votre crédit global. Et vous avez 50 gigas de fichiers joints que vous pouvez étendre par tranche de 50 ou par tranche de 500 gigaoctets. Les bases de données, c'est extensible gigaoctet par gigaoctet, donc ça donne une granularité quand même assez fine. Voilà. Je ne vais pas détailler les 3 slides qui viennent, c'est juste pour vous montrer. Nous avons fait l'exercice entre eux. Vous prenez un cas assez classique chez nous qui est 30 users sur de l'extended négoce, donc qui n'est pas la licence la plus chère. Vous la mettez on-premise avec du matériel, du logiciel, du personnel ou du prestataire externe qui vous facture de la mise à jour, de l'exploitation, etc., etc. Et vous arrivez à un coût sur 6 ans, ce qui est un horizon raisonnable, on va dire. En 6 ans, on change généralement une fois son infrastructure à cause de l'obsolescence technologique des serveurs. Alors à la 3e, 4e année ou 5e année, peu importe, c'est inclus dans ce comparatif 6 ans. Ça donne un coût ramené aux users sur 6 ans pour 30 users de 93 € et quelques en on-premise versus du 91 et quelques, ou on va dire 92, je vais arrondir, pour le SaaS, sachant que le SaaS, la grosse cerise sur le gâteau, c'est que vous avez la haute dispo et le site de secours informatique que je n'ai pas intégré dans le comparatif on-premise. Sinon, on serait quasiment du simple au double. Si je prends ce qu'on appelle en IaaS, infrastructure et service, c'est-à-dire vous n'avez pas l'infra chez vous, mais vous la louez chez un hébergeur
qui vous propose des serveurs virtuels et des choses comme ça. On a refait le même coup en prenant une moyenne de coûts d'hébergeurs. Alors, on n'a pas pris les moins chers, on a pris des hébergeurs dans la moyenne en prenant toujours des configurations où il y a un niveau de sécurité quand même, parce que à l'heure d'aujourd'hui, si vous exposez vos serveurs d'application ou vos serveurs de base de données avec une IP publique, je vous garantis que dans les 30 secondes qui suivent, on a déjà fait les tests, vous avez des tentatives d'intrusion sur votre serveur, puisqu'il y a des sniffers partout de toute adresse IP en permanence, et qu'un serveur qui est exposé, et on l'a vu malheureusement avec certains clients pendant la période de crise sanitaire, ceux qui ont dit j'ouvre un serveur pour accéder de l'extérieur et qu'ils ont mis une adresse IP publique, il y a eu des dénis de service et des tentatives d'intrusion immédiatement. Donc, on est basé sur ce type d'architecture, sans redondance, mais avec un niveau de sécurité minimal pour faire ces tarifs. On peut trouver moins cher, mais sans sécurité, ça, je vous le conseille pas. Donc, sur du IaaS versus du SaaS, on a un tarif qui est similaire, on va dire. Encore une fois, avec la cerise sur le gâteau qui est que là, je n'ai pas inclus la redondance matérielle. On peut supposer que le site de secours, votre prestataire IaaS en a un, mais il faut vérifier dans vos offres s'il le prend vraiment en charge et qui passe d'un data center à un autre. Parce que là, c'est nous qui nous occupons de basculer tout sur le deuxième data center et c'est transparent pour vous. Et le dernier cas de figure pour des clients qui sont déjà... Alors ça, c'était pour des clients qui arrivent et qui achètent une V10, puisqu'il y a un coût d'acquisition de licence dans les comparatifs que je vous ai montrés. Là, je prends un client qui a déjà le logiciel Infinity dans une version 7, par exemple, et qui veut passer en V10 en SaaS. Je fais le comparatif entre le V10 on-premise et du V10 en SaaS. Je ne rentre pas dans les détails, entre l'abonnement de maintenance licence, le passage V10, comme il y a des composants supplémentaires, et notamment du SQL ou des choses comme ça qu'il faut acheter. Tout le reste, c'est les mêmes lignes que les comparatifs précédents. On est à 78 € et quelques si c'est du on-premise client, et on est à 78 € sur du SaaS, encore une fois, avec l'aspect haute dispo et centre de secours. Voilà pour les comparatifs financiers pour vous donner des ordres de grandeur. Ça vous donne à minima des ordres de grandeur moyens de prix par utilisateur pour un mixte d'utilisateurs sur un profil négoce et une trentaine d'utilisateurs. Voilà. Il y a quelques questions, Thierry. Alors, vous allez essayer de les regrouper. Il y a une première qui peut nous paraître un peu évident, mais je pense que c'est bien de le rappeler, c'est est-ce qu'on peut intégrer tous les modules de l'ERP ? GPAO, WMS, utilisation SaaS. Il n'y a aucune limitation fonctionnelle sur le cloud. La version du produit est strictement la même que celle qui est diffusée on-premise. Elle est renforcée par rapport à la plateforme sur laquelle on travaille, sur la haute dispo ou des choses comme ça. Parce que moi, je n'ai pas besoin de redemander une licence pour activer un deuxième serveur de secours. Typiquement, ça c'est intégré d'entrée de jeu. Ça, c'est des modifs techniques dans le produit, mais au niveau fonctionnel, c'est strictement la même chose. Alors, ce qu'on ne met pas dans le SaaS, par exemple, c'est OP Center. Pour ceux qui font de la planification à ordonnancement à capacité finie, parce qu'OP Center, ça se met sur un serveur ou des PC chez le client, mais ça dialogue nativement avec la plateforme cloud. Ensuite, il y a des questions, je pense, un peu plus techniques sur SQL. Donc, une première qui est, donc tu as parlé d'Azure Data Studio, et donc quelqu'un pose la question, est-ce qu'on peut utiliser SQL Management Studio ? C'est le même produit en fait. SQL Management Studio est l'ancien nom d'Azure Data Studio. Azure Data Studio levant un certain nombre de contraintes lorsqu'on fait ce que nous faisons nous, ce qu'on appelle du multilocataire, c'est-à-dire qu'on installe une fois ce logiciel et vous êtes isolé, vous ne voyez que vos données, que vos environnements. C'est l'ancien SSMS, donc effectivement qui a été rebaptisé par Azure Data Studio lorsque Microsoft a mis ce produit sur sa plateforme Azure. Et donc, l'autre question qui concerne SQL, c'est est-ce qu'on a un accès au planificateur de tâches MS SQL ? Non. Tout ce qui est planification de tâches doit être fait via le module processus. Vous n'avez pas accès à l'infrastructure elle-même puisqu'elle est multi-client et qu'elle est sous contrôle et que les SLA sur lesquels on s'engage nécessitent que nous soyons les seuls à manager en fait ces environnements-là. Après, s'il y a des cas particuliers, il faudrait préciser la question. Ce que vous pouvez faire, par exemple, avec Azure Data Studio, c'est créer des vues, déposer ces vues, créer ces vues sur une base de prod, par exemple, parce que si vous avez besoin de vues sur la base BI, comme la base BI n'est qu'en lecture seule, il faut créer les vues dans la base de prod pour qu'elles soient restaurées sur la base BI chaque nuit. Après, il faut voir pourquoi vous avez besoin de planifier directement des tâches dans SQL Server pour qu'on étudie ce cas-là et qu'on trouve la réponse adéquate.
Ensuite, il y a des questions sur, je pense, alors, que je vais te les lire, hein, Thierry, c'est comment récupérer une sauvegarde, transfert FTP. Alors, je ne sais pas si ça concerne la sauvegarde ou l'accès aux données. Et il y a une autre question qui est dans la même thématique. Est-ce qu'on peut requêter sur la base de données via ODBC, point d'interrogation. Je pense qu'il y a peut-être à préciser comment on peut accéder aux données. Oui. Sur la première question, c'était, rappelle-moi. C'était comment on accède à la sauvegarde. Oui, pardon. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez au travers de l'outil Xcloud Manage qui est disponible donc dans le bureau distant de l'administrateur, qui est un bureau RDS, bureau distant Microsoft. Donc les outils dont j'ai parlé sont dans ce bureau distant. Vous pouvez déclencher une sauvegarde et dans une prochaine version, je pense d'ici la fin du 3e trimestre ou au pire 4e trimestre, vous pourrez effectivement downloader cette sauvegarde ponctuelle. À ce jour, elle est conservée chez nous sur un certain délai, elle n'est pas encore downloadable. Après, il y aura une limite de toute façon, parce que si votre base de données, elle fait je sais pas moi, 100 gigaoctets ou 200 gigaoctets, downloader 200 gigaoctets, ça peut prendre un certain temps. Ça se fera d'ailleurs pas directement depuis le data center de production, ça se fait sur le data center de secours pour éviter de saturer les bandes passantes, même si on a des dizaines de gigaoctets, mais par précaution, on download ça depuis le data center de secours, puisque toutes les données sont répliquées sur le data center de secours de manière à ce qu'on puisse redémarrer rapidement. Sur la deuxième question, sur l'accès aux données, comment on requête les données. Alors, les requêtages de données, si c'est de l'analyse de données, c'est forcément depuis la base BI, donc qui est à J-1 en termes de données. Si c'est du requêtage pour faire de l'application ou du tableau de bord temps réel, il y a deux possibilités. C'est soit vous écrivez un état dans l'outil de développement Infinity pour faire cet état-là qui attaque la base de production, ou alors vous utilisez les API. Et dès lors qu'on va avoir les API REST d'ici quelques semaines, on recommande forcément les API REST, parce que l'API REST, non seulement c'est beaucoup plus sécurisé puisque vous devez vous loguer, ça veut dire qu'il faut donc vous aider déclarer un utilisateur dans le Divalto Licensing Management Tools et que vous lui ayez donné des droits pour effectivement faire du web service REST. Avec derrière, au fur et à mesure de l'enrichissement des API REST, le fait que il y aura des habilitations, parce que c'est pas parce que vous ouvrez par exemple la table des clients en API REST que vous l'exposez sur Internet que tel utilisateur y a droit, mais est-ce qu'il a droit à toute la table des clients? Pas sûr. Donc vous poserez des habilitations sur cet utilisateur pour dire à l'intérieur d'une table, c'est quoi la nature des records qu'il peut extraire. Et qu'on gère le flux puisque le token d'authentification API REST ne sera valable que 15 minutes, donc toutes les 15 minutes, il faut le redemander, et que les API REST sont paginées et qu'on obtient 1000 records par page. Ça permet de garantir le flux et la stabilité des performances. Voilà, mais on ne peut pas faire de l'analyse de données massive sur la base de production. La base de production, de toute façon, n'est pas accessible en ODBC de l'extérieur, pour des raisons évidentes de sécurité. Je pense que tu as répondu en même temps sur une autre question qui était comment on peut récupérer des infos directement via de la requête SQL, comment ça se passe en ça. Oui, alors je précise, l'API REST, elle est pour l'instant en mode lecture seule et elle vous permet en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ou veulent pas développer en Diva, qui est le langage d'Infinity, d'écrire un programme externe dans n'importe quel langage, d'invoquer l'API REST, puisque vous pourrez invoquer ce qu'on appelle les records SQL. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, ce qu'est un record SQL, on va dire c'est du SQL, mais dépendant du modèle de données en fait de l'ERP, directement dans votre programme. Donc en termes d'écriture de programme, c'est du SQL, on va dire, s'appuyant sur les records SQL du dictionnaire de données. Ce qui est important, c'est de manipuler nos dictionnaires de données. Donc vous pouvez le faire en .NET, Java, PHP, en tout ce que vous voulez, en appelant les API REST. Bien, on refera peut-être une séance de questions-réponses après la démonstration. Wesley, tu vas prendre la main. Oui, alors, bonjour à tous. Donc effectivement, on fait peut-être ton micro. Et Thierry, il faut que tu comptes le tien. Merci. Voilà, activer le micro. Donc, bonjour. Effectivement, je vais faire une petite démonstration. L'idée, c'est de vous montrer l'utilisation de Divalto Infinity en mode SaaS. Donc effectivement, comme l'a précisé Thierry, c'est exactement le même produit, les mêmes fonctionnalités.
Donc ici on arrive, là je me suis connecté à Divalto au travers d'un navigateur. Donc on arrive sur cet espace de travail que vous connaissez parfaitement bien, avec les différents types de widgets, l'espace dédié aux activités, aux raccourcis. Et ensuite, en termes de navigation, là encore une fois, c'est identique. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir aller dans ma base client. Donc en temps de réponse est très satisfaisant. Ici, je vais pouvoir par exemple aller dans les dernières ventes. Donc l'utilisateur bénéficie toujours d'une navigation 360. Ici, je vais en profiter pour réaliser un export. L'idée, c'est de vous montrer aussi l'interaction avec les outils bureautiques. Donc là, par exemple, je vais rapidement réaliser un petit filtre rapidement. Je vais rechercher par prix unitaire brut. On va prendre prix unitaire brut. Je vais dire que c'est supérieur à. Voilà, rapidement. Je valide. Et je vais simplement ici venir réaliser un export tableur. Voilà, donc liste de factures, je choisis mes colonnes, ça c'est des choses que vous connaissez, c'est du standard, je valide. Et voilà, c'est directement, j'ai accès à mon export. Donc vous avez vu, c'est relativement fluide, c'est rapide, avec des temps de réponse très satisfaisants. Ici, à l'inverse, je vais réaliser un import. Par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma base prospect. Donc ici, dans ma base prospect, voilà, j'ai que 9 prospects. Donc ici, je vais venir enrichir ma base prospect avec une intégration. Donc je vais par exemple aller ici, utilitaire, import export tableur, import export tiers. Donc je vais réaliser une mise à jour, intégration, mise à jour. Je cherche le dossier que je souhaite importer dans mes documents, prospect. Voilà, donc je vais simplement ici importer mes prospects et les contacts qui vont avec. Je valide l'opération. Voilà, donc ma base a bien été importée. Donc si on vérifie, effectivement, je retrouve bien l'ensemble de mes prospects et les contacts qui ont été aussi importés avec. Voilà, donc l'idée c'était de vous montrer l'interaction, comme vous l'avez pu voir, une interaction relativement fluide et rapide, avec que ce soit côté export, import, voilà, donc pour vous montrer l'interaction avec les outils bureautiques. Autre chose que j'aimerais aborder, que Thierry l'a précisé juste avant, c'est effectivement vous avez ici accès à des outils, notamment ici donc le SDK, c'est-à-dire que toutes les adaptations qui ont été faites pour vous en on-premise sont aussi possibles en mode SaaS. Donc finalement, on offre des possibilités de personnalisation et finalement avoir une solution en mode SaaS qui répond le mieux à vos besoins. Et donc effectivement, Thierry aussi en parlait juste avant, et notamment les questions que vous avez posées tout à l'heure par rapport à la base de données, effectivement que vous avez encore une fois accès, vous choisissez votre environnement. Ici, je vais choisir mon environnement à moi et je valide. Et je vais simplement ici accéder à ma base de données. Voilà, de cette manière. Donc je vais retrouver ici mes données avec les différentes tables. Je vais retrouver voilà, ma base article, ma base client, etc., etc. Autre chose également, c'était de nombreuses questions ont été posées là-dessus, c'est par rapport à la partie sauvegarde. Effectivement, vous avez ici la possibilité de réaliser des sauvegardes. Vous choisissez l'environnement à sauvegarder. Vous avez ici des options de sauvegarde, si vous souhaitez justement la base de données, les programmes et paramètres et les fichiers joints qui vont avec. La restauration aussi, voilà, donc c'est même logique, vous choisissez votre environnement de sauvegarde et les options de restauration qui vont avec. Vous avez la possibilité de dupliquer des environnements. Par exemple, si vous souhaitez, je sais pas, vous souhaitez dupliquer par exemple votre environnement de prod ou peu importe, donc vous choisissez ici tout simplement l'environnement source et l'environnement cible, et vous pouvez ainsi dupliquer vos environnements et ici venir paramétrer vos options. Et effectivement, il y a aussi la possibilité aussi de réaliser des mises à jour, des changements de version qui sont relativement ici, encore une fois, rapides. C'est vous choisissez l'environnement à modifier, les options de sauvegarde, les opérations souhaitées, et donc de cette manière, vous pouvez aussi venir basculer, réaliser des mises à jour, des migrations. Voilà, donc ça c'est les outils qu'en parlait juste avant
Thierry, et que vous avez ici avec un accès facile, donc vous pouvez rapidement ici accéder aux différents outils. Voilà pour cette partie démonstration. Donc si vous avez des questions, on vous écoute. Il y a une question qui est peut-être pour Thierry ou Vessel sur la possibilité, hein, c'est concernant SQL, l'update, insert, delete via les outils SQL. Voilà. Au travers d'Azure Data Studio, vous pouvez effectivement, comme vient de vous le montrer Vessel, faire toute opération SQL, puisque là vous choisissez l'environnement, donc vous êtes en direct avec la base de données, donc par la base de données BI et les bases de données des environnements, et vous pouvez faire effectivement des deletes, des inserts ou autres. Alors après, c'est sous responsabilité du client, compte tenu que, je vous le rappelle, cet outil bypass les contrôles d'intégrité du dictionnaire de données. Donc ça, c'est souvent utilisé pour faire des choses plus rapidement en import de données, notamment des données spécifiques au moment du démarrage d'un site ou éventuellement d'une migration. Mais ce n'est pas recommandé de faire ça quand vous êtes en pleine phase de production. Parce que si vous faites ça et que vous corrompez la base de données, non seulement les engagements de niveau de service qu'on prend ne tiennent plus, et puis vous risquez d'avoir quelques problèmes. Parce que vous avez pour faire ça tout ce qu'il faut dans le SDK, hein, l'outil de développement d'Ivalto, et les API. Alors pour l'instant en mode SOAP pour les écritures, parce que les API REST pour l'instant sont en mode lecture seule. Mais bon, ça viendra un jour, je ne vais pas vous donner de date comme ça parce que ça dépend de la R&D, qu'on puisse aussi faire de l'API REST pour faire de l'écriture. Merci Thierry. On va passer à la partie témoignage. Donc on a dû faire une liaison via téléphone avec Julien Villain qui est de la société 3CIE. Alors je vais mettre le haut-parleur, j'espère que tout le monde entendra bien. On a eu des problèmes de connexion Teams avec des comptes Microsoft. Voilà. C'était notre galère d'avant la conférence, mais on n'a pas réussi. Donc on va le faire via le téléphone. Julien, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Donc peut-être en quelques mots présenter la société 3CIE pour mettre dans le contexte. Oui, bien sûr. Alors on a une entreprise familiale qui est plus que centenaire. Donc une familiale, donc ça veut dire on a plusieurs sociétés sous notre contrôle. On a à la fois des CCI, des sociétés qui travaillent dans l'événementiel, dans l'hôtellerie, également dans l'industrie. On a vraiment une diversité de métiers qui est importante. Donc il y a 2 ans, on recherchait un logiciel qui soit un banc cloud, c'était le dernier mois, parce qu'on a une stratégie globale qui est de basculer tous nos logiciels, à la fois les logiciels métiers, les logiciels comptables, les logiciels de gestion commerciale, de tout mettre dans le cloud pour tout un tas de raisons, pas simplement parce que le cloud c'est la mode. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation de notre société. On a une société qui est également multi-site, on a 8 sites répartis dans 3 pays. Donc on doit également communiquer à distance. Là par exemple, alors que mon bureau est basé au Havre, là je suis en déplacement dans une filiale à Nice. Et là voilà, j'ai dû être connecté depuis ce matin. Comment dire, bon, voilà. Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a motivé justement à passer sur le mode SaaS plutôt que du mode licence classique avec des serveurs, on va dire dédiés? Disons qu'on a la chance d'avoir aussi un service informatique chez nous, donc à la limite on aurait pu se dire, on aurait pu reprendre des licences on-premise, mais on trouve que le cloud et effectivement la crise qu'on a vécue là depuis le début de l'année nous donne finalement relativement raison. C'est qu'on souhaite pouvoir avoir une disponibilité en fait de tous nos logiciels en permanence. On sait comment se passe les montées de version, on sait comment se passe l'intégration de logiciels sur nos serveurs, et étant donné qu'on a pu connaître aussi dans le passé, ça fait 11 ans que je travaille pour la société, donc on a quand même vécu quelques galères avec nos serveurs en dur au bureau. Ne serait-ce que quand vous avez, par exemple, là je vous dis, je suis à Nice, si vous devez vous connecter sur un serveur web, vous avez des latences qu'on n'a pas du tout avec le mode pass, puisque à partir du moment où vous avez une connexion Internet de bonne qualité, comme l'a expliqué M. Honsel tout à l'heure, vous avez les mêmes latences que vous soyez au Havre, à Nice ou à Tokyo. Quoi. Donc c'était également une des raisons, parce que tous nos logiciels doivent pouvoir être accessibles par toutes les personnes qui en ont besoin. Quoi.
Je sais, avant qu'on ait préparé justement l'événement, on avait pris l'exemple de la partie du changement de version sur lequel vous faites ça, on va dire, en quasi-autonomie, et donc bien évidemment avec votre partenaire intégrateur qui vous donne l'aval. Mais est-ce qu'on peut prendre cet exemple, Julien? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous avez fait lors des derniers changements de version? Donc, nous, ça fait 2 ans qu'on a Divalto et on a fait le choix d'avoir assez peu de surcharge. Justement pour pouvoir avoir des montées de version qui se fassent de façon plus fluide. On se dit que si on n'a pas de surcharge, finalement on pourrait monter de version dès qu'elles sont disponibles. Puisqu'on a toujours eu une vision assez proactive, et donc on dit que s'il y a des nouveautés, c'est qu'elles peuvent nous expliquer. Et quand il y a eu donc la version 10.4 qui est sortie, on a une surcharge qui est sur une matrice de facture. Et il y avait pas mal de fonctions, notamment le fait que dès qu'on envoie par exemple un virement fournisseur, on puisse directement contacter le fournisseur en disant que vous avez exécuté un virement ce jour de tel montant. Ne serait-ce que cette évolution-là, ou la téléchargement automatique des relevés bancaires, ces fonctions-là nous font gagner immédiatement beaucoup de temps, et donc on avait besoin finalement le plus rapidement possible de passer à cette version 10.4. Donc après cette coordonnée avec notre intégrateur, donc Progiteam, on a décidé de déployer la 10.4, donc on a 2 environnements, un environnement de test, un environnement de production, et on a été totalement autonome au moyen d'une procédure qui nous avait été faite également par notre intégrateur. Donc, on a été totalement autonome en fait pour basculer dans un premier temps sur la version de test et dans un second temps sur la version de prod, la 10.4, et ça nous a pris montre en main. Je crois qu'on a passé plus de temps à déloguer les utilisateurs, enfin essayer de les contacter pour qu'ils se déloguent proprement de Divalto que de faire la migration en tant que telle. Ça a dû nous prendre 1 heure grand maximum. Donc c'est vrai que de perdre le moins de temps possible sur ces migrations, c'est également un coût. Alors évidemment, il y a une étude d'impact, comme a dit également Thierry Montel tout à l'heure. Il y a une étude d'impact à voir. Est-ce que déjà l'évolution nous est utile, etc. Il y a une phase également, nous on préfère passer toujours par une phase de test, ne serait-ce que pour vérifier si ce qu'on pense, ce qui nous a été présenté de la 10.4 fonctionne et peut être immédiatement utilisable dès la mise en production, parce que derrière, il ne faut pas oublier, il y a la formation des équipes, il y a également peut-être quelques changements opérationnels qu'il faut également prévoir avec toutes les équipes qui utilisent Divalto Infinity au quotidien. Mais en tout cas, la migration n'est plus source de stress, que ce soit pour notre département informatique, pour notre DSI et les développeurs, pour moi également qui suis le référent Divalto en fait du groupe, c'est-à-dire que dès qu'on a un problème, c'est moi qu'on vient voir en disant est-ce que tu n'as pas une solution à ma problématique métier. Donc effectivement, ça fait moins de stress, ça fait une montée de version qui se fait de façon beaucoup plus fluide, qui se fait dès l'annonce des nouvelles fonctionnalités, et le temps c'est de l'argent, donc plus on est rapide, plus on est opérationnel sur ces nouvelles fonctionnalités, mieux c'est pour notre groupe. Et il me semble que vous avez aussi, alors je change un peu de sujet, un certain nombre d'interconnexions avec des outils tiers, notamment dans le cadre de votre groupe qui est multi-activité, où vous allez récupérer des données pour les réintégrer, etc. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ce sujet-là et que vous arrivez à gérer en SaaS avec des sources de progrès, et on a planifié des choses dans la roadmap, mais je crois que vous faites déjà pas mal d'automatisme. Oui, je vais prendre l'exemple de notre société qui organise des congrès. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais notre société, en fait, on gère à peu près entre 100 et 150 000 inscriptions par an. Donc, en gros, 95%, c'est des paiements par carte bancaire. Donc, on a besoin d'avoir une traçabilité de chacun de ses clients dans nos bases de données. Donc, pour nous, chaque congrès, par exemple, ça fait l'objet d'une création d'un dossier à part dans Divalto, ne serait-ce que pour segmenter nos clients. C'est beaucoup plus simple, on a des balances dédiées pour les congrès, et on a donc un logiciel métier principal qu'on a souhaité interfacer avec Divalto via FTPS, c'est-à-dire que toutes les nuits, en fait, notre logiciel métier tourne, renvoie un fichier qu'on mouline au format Divalto au moyen d'une sorte de badge. Et donc on met à disposition à la fois le fichier comptable, le fichier client, puisqu'il faut également importer les fichiers clients dans Divalto, et donc on a tous les matins, on a la comptabilité de la veille ainsi que les nouveaux clients de la veille qui nous sont intégrés en fait dans chacun des dossiers. Et aujourd'hui, par exemple, on ne fait clairement un seul import, donc du coup 2 imports puisqu'il y
également un port client, la structure étant différente, j'ai 2 fichiers. J'ai uniquement 2 fichiers par jour pour une mise à jour potentiellement de 20-25 congrès, et donc 20-25 dossiers pour nous de Divalto. Ça permet, ne serait-ce qu'aux comptables, par exemple, le premier du mois, de faire leur rapprochement bancaire mensuel ou hebdomadaire si on a envie, ou quotidien si c'était nécessaire, notamment les jours précédents le congrès, où là, pour le coup, c'est un peu le coup de feu, on va dire. Donc, effectivement, on peut vraiment adapter notre temps de travail. On n'est pas dépendant, en fait, d'une migration manuelle. On a voulu, justement, avoir le système le plus fluide possible et le plus plus à jour, finalement, entre notre logiciel métier sur lesquels les opérationnels travaillent le maximum du temps et l'interfaçage comptable qu'on a sur notre partie financière. Ok. Je ne sais pas, Julien, si vous aviez d'autres thématiques que vous souhaitiez aborder. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de des sujets. Effectivement, on a fait le tour, mais on était très contents. Je vais peut-être revenir sur la crise qui nous a secoué à partir du mois de mars. C'est vrai que quand il y a eu les annonces, on avait un plan de continuité d'activité déjà qui a été fait par le PSI. Et effectivement, le fait d'être dans le SaaS, en fait, ça a levé énormément de problèmes, puisque on avait déjà mis en place le télétravail, donc déjà d'un point de vue juridique, on avait déjà fait des tests, on avait déjà cet avantage-là, mais finalement, hormis une problématique de est-ce que je dépasse mon écran, est-ce que je dépasse mon écran, on savait très bien que les comptables, dès la première heure de travail chez elles, quand on a été confiné, ce qui aide, il se trouve qu'il n'y a que des femmes dans le service comptable, donc, on savait que dès la première heure de travail, elles allaient pouvoir être immédiatement opérationnelles, quoi. Donc on n'a vraiment pas perdu de temps, en tout cas du point de vue du logiciel comptable, lors de cette épreuve, quoi. Bah, merci beaucoup, Julien. Donc, on va publier très prochainement un témoignage, on va dire, sur notre site web, qui reprendra ces éléments-là. Nous, on va poursuivre la conférence avec quelques questions-réponses. Bah, merci beaucoup, Julien, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. On se laisse peut-être quelques minutes pour répondre encore à quelques questions-réponses. En attendant que les questions arrivent, je voulais préciser effectivement par rapport au témoignage de M. Villain que dans une prochaine version de X-Console, vous pourrez effectivement plus facilement prévenir les utilisateurs qui sont restés connectés ou qui ont oublié de se déconnecter avant une maintenance et voir les forcer leur déconnexion. Voilà, puisque c'était le point où il a dit que ça lui prenait le plus de temps finalement dans la migration. Donc ça, on va arranger. Et puis effectivement, rajouter le fait, je suis passé vite tout à l'heure, mais le temps était imparti, était court, et bien évidemment, mais ça va mieux en le disant, il y a l'interface native entre l'ERP dans le cloud avec la solution CRM Wivy qui est également dans le cloud pour faire les échanges de données vis-à-vis des applications, alors force de vente, technicien mobile ou autre, entre donc Wivy et Infinity. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. On se laisse peut-être encore, on va rester encore 1 ou 2 minutes, on va couper la conférence et on reste 2-3 minutes connectés s'il y a encore des questions qui arrivent via le chat. Bah, merci à toutes et tous et à très bientôt. Il y avait quelques questions sur le replay, donc on va diffuser début de semaine prochaine un lien qui vous permettra de revoir l'ensemble des conférences de ce Divalto Digital Days. À très bientôt, au revoir.